Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici les principaux titres. La première ministre Judith Suminwa a procédé le jeudi 26 septembre 2024 au lancement de la phase de publication des annuaires alphabétiques et numériques reprenant l'identité des agents des carrières des services publics de l'État certifiés, identifiés et validés dans les fichiers de référence de l'administration publique, levier majeur pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Constitution de groupes parlementaires et commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Eteni Longondo appelle l'UDPS et ses mosaïques à une organisation interne transparente et demande à Vital Kamerhe de ne pas considérer les propositions non approuvées par les élus. Une initiative très mal perçue par Augustin Kabouya qui se considère toujours comme chef du parti présidentiel. Les camions poids lourds sont interdits de circuler aux heures de pointe dans la ville-province de Kinshasa. La décision a été prise par le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, Bob Amisso, qui appelle les policiers, les agents et cadres de la division urbaine de transport de respecter cette mesure. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Je l'annonce en titre que la première ministre Judith Suminwa a présidé le 26 septembre 2024 à Kinshasa la cérémonie de publication de l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents de services publics de l'État. Validé par le fichier de référence de l'administration publique, cette première étape concerne les services centraux et les divisions urbaines de Kinshasa. Cet acte marque une étape décisive dans la modernisation de l'administration publique et de la gestion des ressources humaines en RDC. Regardez. Un des objectifs majeurs de cette initiative du ministère de la fonction publique est de maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'État. Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a souligné que cet annuaire représente un outil de gestion crucial permettant de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Cette démarche est essentielle pour mettre fin à la présence des fonctionnaires fictifs, une situation qui a longtemps miné l'efficacité de l'administration publique en République démocratique du Congo. Bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent quelques informations phares, à savoir le nom, matricule, grade, service d'affectation et photo de profil, l'annuaire alphabétique est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines. Pour la première ministre, cet annuaire est bien plus qu'un simple document administratif. Il symbolise la volonté ferme du gouvernement de moderniser la gestion des ressources humaines. En permettant une meilleure connaissance des effectifs, l'État pourra mieux rémunérer ses employés et allouer des ressources de manière plus efficace. Cela répond également à une exigence de transparence et de rigueur dans la gestion publique. À ce stade, la publication de l'annuaire ne concerne que les services centraux et les divisions urbaines de Kinshasa. Ainsi, la première ministre a encouragé le vice-premier ministre Liao à poursuivre l'identification des fonctionnaires et agents de l'État. Vous devez continuer avec la même bravoure et la même détermination afin de faire écrire à notre administration une nouvelle page de son histoire. Pour ce faire, le gouvernement, pour sa part, ne lésinera sur aucun moyen. L'identification biométrique doit donc inexorablement se poursuivre et être effective sur toute l'étendue du territoire national. Le temps où l'État payait des faux agents doit être révolu. Ainsi, j'encourage le ministère de la fonction publique à mettre les bouchées doubles pour mettre fin au phénomène NU, nouvelle unité, en disposant notamment d'un mécanisme efficace de suivi et de contrôle pouvant nous permettre de veiller, conformément à la Constitution, au respect strict des règles d'accès dans la fonction publique afin
de faire éviter à notre pays de retomber dans les travers du passé. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour la période 2024-2028. Dans le pilier 5 de ces programmes, il est stipulé que l'un des axes prioritaires est le renforcement de l'efficacité des services publics, notamment par l'amélioration de la gestion des ressources humaines. Le gouvernement entend ainsi établir un nouveau système de gestion qui repose sur des bases solides et transparentes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a ouvert le jeudi 26 septembre 2024 à Kinshasa la première session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République du Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Ces travaux visent la mise en place d'un cadre juridique portant création et fonctionnement de la commission technique en matière des frontières entre les deux pays. Suivez. Les travaux de la première session de la commission technique mixte RDC-Soudan du Sud ont démarré le 26 septembre 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les délégués de ces deux pays se retrouvent dans la capitale congolaise pour discuter sur la manière de gérer pacifiquement leurs frontières communes. Pour ce faire, un cadre juridique portant création et fonctionnement de la commission technique en matière des frontières entre les deux pays sera mis en place. Les travaux seront sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord entre les responsables de la sécurité de la RDC et du Soudan du Sud. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a salué l'engagement de deux chefs d'État, Félix Tshisekedi de la RDC et Salva Kiir du Soudan du Sud, à vivre dans la paix. Notre présence en ces lieux témoigne la volonté de nos deux chefs d'État, Salva Kiir de la République du Soudan du Sud et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, de voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité, la concorde et la paix. Pour la petite histoire, la frontière entre la République démocratique du Congo et la République du Soudan du Sud est régie par le régime de neutralité du 12 mai 1894. Cette frontière a une longueur d'environ 787 km, exclusivement terrestre, et est établie le long de la ligne de partage des eaux du Congo et du Nil. Une fois ce cadre signé, la commission technique élaborera un programme pour la démarcation effective de la frontière commune avec une méthodologie précise et un budget adéquat. La démarcation des frontières est vue comme une étape importante pour la coopération régionale et la sécurité des deux pays qui partagent une frontière terrestre stratégique. Autre chose à présent, alors que les tractations sont en cours à l'Assemblée nationale au sein de chaque famille politique pour constituer le groupe parlementaire, les commissions permanentes et les comités des sages afin d'assurer les bons fonctionnements de la nouvelle session parlementaire, Eteni Longondo appelle l'UDPS et ses mosaïques à une organisation interne transparente et demande à Vital Kamerhe de ne pas considérer les propositions non approuvées par les élus. L'ancien ministre de la Santé publique justifie sa démarche en constatant une sorte de léthargie au sein du parti présidentiel, plus particulièrement au niveau de l'Assemblée nationale. Vénégalé Junior nous en dit plus. Se dirige-t-on vers un nouveau bras de fer entre les sociétaires de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS Tshisekedi, cette fois-ci au sein des institutions, notamment l'Assemblée nationale? La question mérite d'être posée au regard de la démarche entreprise par le député national Eteni Longondo. Dans une missive adressée aux députés nationaux du parti présidentiel et ses mosaïques, avec copie pour information au président et au premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, l'élu de la circonscription électorale d'Ikela dans la province de la Chuapa appelle à une rencontre pour réfléchir librement et d'une manière transparente sur leur organisation interne au sein de l'Assemblée nationale. L'ancien ministre de la Santé publique
République justifie sa démarche en constatant une sorte de léthargie au sein du parti présidentiel, plus particulièrement au niveau de l'Assemblée nationale. Face à cette situation, cet élu d'Ikela sur la liste d'élus de PES Tshisekedi demande au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, de ne pas accepter les propositions des listes d'élus de PES et ces mosaïques non approuvées par les députés nationaux. La démarche de Teni Longondo intervient alors que des tractations sont en cours à l'Assemblée nationale au sein de chaque famille politique pour constituer les groupes parlementaires, les commissions permanentes et les comités des sages afin d'assurer le bon fonctionnement de la nouvelle session parlementaire. Lors de son allocution à l'ouverture de la session le lundi 16 septembre dernier, Vital Kamerhe avait appelé ses collègues à faire diligence pour finaliser ces processus. Pour certains observateurs, l'initiative de Teni Longondo pourrait être mal perçue par Augustin Kabouya, député national qui se considère encore comme chef du parti présidentiel et de ses mosaïques. Cette démarche risque d'attiser une fois de plus les tensions au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi, mais cette fois-ci au sein des institutions. Dans le reste de l'actualité, les attaques incessantes près de Goma, dans le camp de déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo, ont fait l'objet d'un rapport documenté et publié par Human Rights Watch autour de la situation humanitaire de la région déjà fragile. Cette organisation de droits de l'homme appelle les parties belligérantes de cesser immédiatement de violer les droits de la guerre afin de garantir la protection des civils dans ces conflits prolongés. Suivez ce commentaire. Depuis le début de l'année 2024, l'armée rwandaise et ses rebelles du M23 ont mené au moins 5 attaques illégales contre les camps des déplacés et les zones densément peuplées autour de Goma. Depuis le début de l'année 2024, l'armée rwandaise et le rebelle de M23 ont mené au moins 5 attaques illégales contre les camps des déplacés et des zones densément peuplées autour de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un rapport publié par Human Rights Watch, ces attaques impliquant des tirs d'artillerie et de roquettes ont fait de nombreuses victimes civiles et aggravé la situation humanitaire dans une région déjà fragile. Human Rights Watch a documenté ces frappes entre janvier et mai 2024, notamment sur le camp de Boulengo, Bouchagara, Kanya-Ru-Shinya, Lushagala, Mugunga, également connu sous le nom de 8e CEPAC, et Chabindu Kachaka. Le 3 mai, une des attaques le plus meurtrières a touché les camps 8e CEPAC, tuant au moins 17 civils, dont 15 enfants, à la suite de tirs de roquettes. D'autres frappes ont détruit des abris, blessé plusieurs personnes et provoqué des déplacements massifs de population. Les civils et les déplacés vivent dans une terreur constante, prise au piège entre les forces rwandaises, le rebelle du M23 et les forces armées de la RDC qui installent des positions d'artillerie à proximité de camps et les exposant ainsi à des ripostes violentes. Human Rights Watch affirme que ces attaques sont des violations flagrantes du droit international humanitaire qui interdit les attaques délibérées ou indiscriminées contre les civils. Les forces rwandaises et les M23 ont utilisé de l'artillerie lourde dans les zones densément peuplées sans prendre des précautions nécessaires pour épargner les civils, aggravant ainsi la crise humanitaire. Cette organisation a également dénoncé les abus commis par les milices et les forces armées congolaises en l'encontre de civils, notamment des viols, des extorsions et des violences à l'intérieur de camps de déplacés. Les rapports mettent en lumière les conséquences désastreuses de la militarisation de camps de déplacés qui deviennent des cibles militaires. Human Rights Watch appelle la communauté internationale, notamment l'ONU et l'Union africaine, à faire pression sur les deux parties ou qu'elles mettent fin aux violences et qu'elles soutiennent les sanctions et poursuites contre les commandants responsables de crimes de guerre. Le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisso, a dans une décision pris la mesure d'interdire la circulation aux heures de pointe tous les véhicules de 20 tonnes ou plus de travaillant à l'Ejdir à Kinshasa pour le transport des biens. Les policiers, agents et cadres de la division urbaine des transports sont appelés à faire respecter cette mesure. Suivez.
Les gouvernements qui se sont succédés à la tête de la ville-province de Kinshasa ont presque pris cette décision pour plusieurs raisons, comme réduire les embouteillages que ces véhicules créent au regard de leur lenteur, manœuvre ou déviation qui prend 2 minutes en raison de leur poids et leur longueur. Sans préciser la raison, le ministre de Transport et Mobilité urbaine, Bob Amisso, a pris la décision d'interdire la circulation aux heures de pointe entre 6h et 10h du matin et entre 15h et 21h des véhicules de 20 tonnes ou plus travaillant à Kinshasa pour le transport de biens. Cette mesure, datant du 23 septembre 2024, va servir dans la réglementation relative à la circulation des véhicules de 20 tonnes ou plus dans la ville de Kinshasa. Mais quelle stratégie pour faire respecter cette mesure sur terrain? Sous l'administration Ngobila en 2022, cette décision a été prise pour diverses raisons, dont l'atténuation de bouchons sur les artères. Néanmoins, le lendemain même de l'arrêté, les camions poids lourds ont été perçus. D'autres filmés aux heures auxquelles il leur était interdit de circuler, et ce, sans que des mesures contraignantes ne suivent. Pour cette fois-ci, les policiers, les agents et cadres de la division urbaine de transport en sont informés pour faire respecter cette mesure qui, depuis le temps, peine à être exécutée. Cette annonce intervient au moment où les conducteurs de gros camions qui font Kinshasa-Matadi via la route nationale numéro 1 sont en grève, et ce, depuis près de 2 semaines. Parmi leurs revendications figure l'interdiction de circuler et de décharger pendant la journée à Kinshasa. Malgré la rencontre d'une délégation de ces travailleurs avec la première ministre la semaine dernière, la grève se poursuit. Un sit-in avait été organisé à Matadi par ces conducteurs qui exigent la réponse à leurs revendications. Le monde célèbre ce 27 septembre la journée mondiale du tourisme sous le thème « Tourisme et la paix ». La RDC est un pays plein de ressources et sites touristiques mais négligés. C'est le cas de la ville de Boma, dans la province du Congo central, à l'ouest de la RDC. Les trésors et sites touristiques dans cette ville sont vraiment négligés. Pourtant, ces ressources dignes d'intérêt et de découverte peinent à dégénérer des revenus significatifs. C'est avec une voix vibrante d'engagement et d'espoir que la société civile de Boma s'est levée pour lancer un appel au gouvernement afin de revitaliser ce secteur diversifié, l'économie locale. Suivez. Construite au bord du majestueux fleuve Congo, la ville de Boma est chargée d'histoire. Elle fut la première capitale de l'État colonial belge avant que la capitale ne soit délocalisée vers la ville de Kinshasa, l'actuelle capitale de la République démocratique du Congo. Cette ville portuaire abrite plus de 20 sites touristiques dont beaucoup attendent désespérément d'être entretenus et mis en valeur. À l'exception du majestueux Baobab d'Estanley et de la première cathédrale de l'Afrique centrale, ces trésors demeurent largement inexplorés, cachant leur richesse historique au monde. L'Office national du tourisme chargé de la gestion de ces sites est malheureusement entravé par un manque de ressources. Il aspire à transformer ces lieux oubliés en destinations attrayantes, mais il lui faut des moyens adéquats pour faire de chaque site une nouvelle source de revenus. Jusque-là, nous avons un peu de difficultés pour l'entretien de ces touristiques. Les sites les plus entretenus ici, c'est le Baobab de Salé. Malgré nous avons encore des difficultés et quelques sites aussi. Mais pour d'autres sites, on peut se mettre l'entretien pour enlever les herbes, et puis dépoussiérer un peu. Parce que nous avons plus ou moins 24 sites ici à Boma, mais nous n'avons pas assez de moyens pour l'entretien. En dépit du manque de moyens, le chef d'antenne de l'ONT à Boma au Congo central ne se décourage pas. Avec les quelques ressources dont il dispose, celui-ci fait de son mieux pour entretenir la vingtaine de sites dans cette ville du Congo central. Il en appelle au gouvernement central et provincial. Il est nécessaire d'investir des moyens conséquents pour développer le tourisme dans le Congo central. Nous demandons au gouvernement de prendre compte pour la réputation de ces sites parce que quand on prend toujours le tourisme au niveau du gouvernement, et nous voyons bien ce qui se passe. Et puis, les sites, la RDC n'est pas seulement Kinshasa. Nous, au niveau de Kinshasa, il y a
faire quelque chose pour le site aussi de richesse. Mais au niveau des provinces, jusque-là, nous ne voyons absolument rien. Alors nous attendons que le gouvernement fasse quelque chose pour notre province du Congo central et puis dans la ville de Boma en particulier. La ville de Boma a joué un rôle central dans l'histoire des échanges entre Européens et Africains durant les années comprises entre 1500 et 1930. Ce riche héritage mérite d'être célébré et partagé avec le monde entier. En investissant dans les secteurs touristiques, on ne fait pas seulement revivre le passé, mais on construit également un avenir où la culture, les traditions et la beauté naturelle peuvent briller. Les machines de la centrale hydroélectrique du Ruzizi 1 sont remplies de déchets plastiques qui ont occasionné les difficultés de fourniture en électricité dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Kivu, à l'est de la RDC. Depuis un certain moment, cette ville connaît des délestages à répétition à cause de déchets plastiques qui ont empêché le fonctionnement normal des machines de cette centrale. La population et les services concernés appellent les autorités compétentes à agir pour protéger la principale source électrique dans ces coins de pays. Les détails dans cet élément. Des tas d'immondices composés de déchets plastiques et ménagers ont envahi la centrale hydroélectrique de la Ruzizi 1. La Société nationale d'électricité, qui alerte sur la question, évoque les difficultés qu'elle éprouve dans la desserte en courant électrique ces derniers temps dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Les pluies qui se sont abattues sur la ville ont perturbé la production énergétique au barrage hydroélectrique de Ruzizi 1. Ici, nous avons 4 machines. Et les 4 machines produisent au total 29,8 MW. Alors ces déchets affectent d'un coup les 4 machines. Donc quand ils arrivent, ils ne choisissent pas une ou une autre, mais ils attaquent sur les 4 machines. Alors en ce moment-là, si je vous ai dit qu'on fait l'opération de nettoyage des grilles et des machines pendant plus ou moins 6 à 7 heures, c'est parce que sur chaque machine, on peut nettoyer pendant plus ou moins 2h30. Le personnel de la SNEL a procédé à l'opération d'évacuation des bouteilles et emballages plastiques et bien d'autres déchets non biodégradables à la rivière Ruzizi. Le directeur provincial de la SNEL Sud Kivu, l'ingénieur Jovi Moulé Mangabo, a indiqué que ces déchets ont bouché les canaux et les turbines, occasionnant de coupures intempestives de l'électricité à Bukavu. Il suggère une sensibilisation pour une bonne gestion de ces déchets. Réfléchissons sur une politique de contrainte. Il va falloir que nous puissions contraindre les habitants de la ville de Bukavu à comprendre qu'ils vivent dans la ville et qu'ils doivent être le premier responsable de la propriété de la ville et que chacun puisse toucher dans sa poche pour contribuer à la gestion de ces déchets. Le ministre provincial de l'Environnement, Didier Kabi, a estimé que les sanctions doivent accompagner les mesures prises par l'autorité provinciale pour punir tous ceux qui s'illustrent dans la mégestion des déchets. Dire à la population de tout faire pour bien gérer les déchets au niveau de leurs parcelles. C'est vraiment très défendu de jeter les déchets dans les caniveaux. Parce qu'une fois qu'il pleut, tous ces déchets les retrouvent à la centrale, qui est le premier barrage au niveau des Ruzizi. Et ces déchets empêchent à ce que l'eau puisse attaquer les turbines qui nous donnent de l'électricité. La gestion des déchets plastiques est devenue une épine sous les pieds des institutions de la République qui initient des actions dans la lutte contre la pollution de l'environnement. Dans la capitale comme dans les provinces comme le Sud Kivu, la politique de gestion plastique doit être réalisée pour éviter à ce que la situation des coupures d'électricité dues à la mauvaise gestion des déchets plastiques ne soit à la base d'énormes dégâts environnementaux. C'est la fin de ce journal, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle le principal titre. La première ministre Judith Suminwa a procédé le jeudi 26 septembre 2024 au lancement de la phase de publication des annuaires alphabétiques et numériques reprenant l'identité des agents des carrières des services publics de l'État certifiés, identifiés et validés dans les fichiers de référence de l'administration publique, levier majeur pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale.
constitution de groupes parlementaires et commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Eteni Longondo appelle l'UDPS et ses mosaïques à une organisation interne transparente et demande à Vital Kamerhe de ne pas considérer les propositions non approuvées par les élus. Une initiative très mal perçue par Augustin Kabouya qui se considère toujours comme chef du parti présidentiel. Les camions poids lourds sont interdits de circuler aux heures de pointe dans la ville-province de Kinshasa. La décision a été prise par le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, Bob Amiso, qui appelle les policiers, les agents et cadres de la division urbaine de transport de respecter cette mesure. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit.